Bienvenue sur mon podcast, c'est Gaëlle. À l'occasion de la fête des pères, j'ai décidé dans cet épisode de mettre à l'honneur 3 de mes petits frères. Amis depuis plus de 20 ans, Mwemba, Gaëtan et Christian sont devenus papas et vivent cette aventure de manière simultanée. Voilà déjà 1 an qui s'est écoulé depuis qu'ils sont devenus pères, l'occasion pour eux de faire le bilan, de parler sans détour de leurs expériences, leurs doutes, leurs challenges au quotidien, mais surtout de partager avec nous leur vision de la paternité ainsi que leurs ambitions sur le type de père qu'ils souhaitent être pour leurs enfants. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Mwemba. Bonjour. Gaëtan. Bonjour. Et Christian. Bonjour. Donc, comme je le disais dans l'intro, donc cette année, l'année qui vient de s'écouler, on va dire, vous êtes tous les 3 devenus papas. Donc, alors, ce qui est beau, je trouve, dans cet événement, c'est que vous êtes tous les 3 amis depuis très longtemps. Et vous avez décidé, quelque part, de vivre l'expérience tous les 3 en même temps. Donc, ce que je trouve sympa, parce que du coup, je suppose que vous devez pas mal échanger sur vos challenges, les choses qui se passent bien, qui se passent moins bien. Et voilà, et cette expérience. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la parole parce que je pense qu'on ne donne pas assez la parole justement aux jeunes papas. Donc il y a beaucoup de livres sur le postpartum féminin. Il y a beaucoup d'émissions qui en parlent. Et en fait, finalement, j'ai fait quelques petites recherches et je n'ai pas trouvé grand-chose sur l'expérience que vivent les nouveaux papas. Et la raison pour laquelle aussi j'ai décidé de faire cet épisode, c'est parce qu'en échangeant avec l'un d'entre vous, donc je ne citerai pas de nom, je me suis rendu compte que finalement, il y a parfois des petits moments de blues, des petits moments de remise en question. Et je trouvais ça intéressant justement de mettre ça en lumière et de vous donner un espace où vous pouvez vous exprimer et dire ce qui va pas, les doutes que vous avez, et, les petits challenges que vous avez. Parce que finalement, dans la société dans laquelle on vit, j'ai envie de dire que l'homme, c'est quelqu'un de fort, qui n'a pas le droit au doute, qui n'a pas le droit de flancher, on va dire. Et on ne lui offre pas beaucoup d'espace pour être vulnérable ou en tout cas s'exprimer. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vous laisse la parole. Donc j'aurai certainement des questions. Et donc je ne sais pas s'il y a l'un d'entre vous qui veut commencer. Oui, il n'y a pas de problème, je peux commencer. Le premier des papas. Voilà, on va faire par chronologie, je pense que ce serait sympa. Ouais. Effectivement, donc je m'appelle Mwemba, j'ai 33 ans. Je suis papa depuis maintenant 1 an et demi, à quelques jours près. Et j'ai connu mes deux frères ici, Gaëtan et Christian, depuis 20 ans, facile. Ouais, un peu plus, ouais. Depuis plus de 20 ans. On a grandi dans le même quartier, d'ailleurs, dans un premier temps. Puis chacun a fait sa route. Christian a déménagé en premier. Gaëtan a déménagé en premier, puis Christian. Donc, on a plus vécu dans le même quartier, mais on est toujours resté en contact. Et c'est assez marrant, puisque tu disais, Gaël, à l'introduction, qu'on a décidé de devenir papa en même temps. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment l'accident. C'est les accidents. Non, mais ce que je voulais dire, vous avez décidé d'être papa en même temps, c'est que contrairement à beaucoup de pères que je connais, c'est une démarche qui a été décidée de manière consciente avec vos compagnes respectives. Ah oui, moi, c'est un accident, les gars. Arrête de mentir. Non, donc voilà, et c'est ça que je trouvais beau, parce que finalement, vous étiez dans la même démarche, plus ou moins au même moment. C'est ça que je voulais dire. Oui, clairement. On était tous les 3 avec nos compagnes depuis un certain temps. La paternité est arrivée comme une suite logique. Pour ma part, je me suis marié. Et 2 ans après le mariage, on a eu 1 an et demi après le mariage, on a eu notre premier garçon, Malik Hassani. Quelques mois après la naissance de Malik, Gaëtan a embrayé le pas. Non, Christian a embrayé le pas. J'ai embrayé le pas, mais et Gaëtan a suivi, je crois, quelques semaines après Christian. Donc l'annonce s'est fait plus ou moins en même temps. Parce oui, que voilà. Moi, je gardais en secret, voilà. Et un jour, Gaëtan m'a contacté, me disant, mec, je dois t'annoncer que voilà, je vais être papa. Et justement, à ce moment-là, je lui ai annoncé que moi aussi, j'allais le devenir. Donc, grande surprise pour tous les 2. Et bon, après, c'était plaisant parce que voilà, on est quand même amis depuis plusieurs années. Et ça a permis de vivre aussi bien la grossesse que l'accouchement avec un petit décalage de 1 mois.
qui est rien et en même temps beaucoup en même temps, quoi. Donc on voit les petites grandir, parce que moi c'est une fille et Gaëtan aussi. On voit bien, par exemple, moi je vois bien des caractéristiques chez sa petite que la mienne avait il y a un mois, donc c'est assez marrant de ce côté-là, quoi. Donc vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de similitudes dans leur évolution, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Alors Sébastien, donc tu disais que toi tu as eu un garçon. Mhm. Et est-ce que tu penses, par exemple, que ton approche par rapport à la paternité est différente, le fait que tu aies eu un garçon plutôt qu'une fille? Je pense, oui. Déjà, je suis moi-même un homme. J'ai eu un garçon, donc il y a cette grande différence. On est tous les trois des hommes. Et justement, moi, j'ai grandi dans une maison de garçons avec pour seule femme ma maman, avant d'avoir une petite sœur assez tard. Mais sinon, on a grandi dans un cadre assez masculin. Donc c'est vrai que je connaissais assez peu de choses finalement de l'évolution d'une fille, surtout dans ses jeunes années. Et donc c'était beaucoup plus simple pour moi, je crois, d'élever un petit garçon. J'étais peut-être confronté à moins de doutes, parce que je me suis forcément posé la question de temps à autre si c'était une fille, comment je réagirais, de quelle façon est-ce que j'étais en train de la protéger ou de l'introduire à cette vie, aux difficultés de cette vie. Donc j'avoue que oui, je me sens un peu plus à l'aise en ce moment à me dire que j'élève un garçon comme moi. Tout simplement, voilà, mon rôle de protecteur, mais aussi de gardien de sa masculinité. C'est-à-dire que je ne peux pas uniquement le protéger comme le ferait sa maman. Je dois aussi le préparer à la vie qu'il va devoir affronter. Et je sais pas comment je ferais si c'était une fille. Aujourd'hui, bon, j'ai mes chers frères qui ont des filles Donc et se débrouillent ils auront très bien. l'expérience peut-être pour te donner quelques tips. Mais on apprend sur le tas. Je pense que je serais un peu plus dans le doute si c'était une fille qu'actuellement. Je pense. Ok. Mais quelles sont tes craintes par rapport à ça? Tu parles de ça. Tout simplement, en tant que comme il s'agit d'un garçon, je crois qu'on s'équilibre, sa maman et moi. Sa maman joue vraiment le rôle de la protection, de la protectrice, tandis que moi, j'essaye plutôt de le former, de le préparer à affronter la vie. Donc, j'ai pas envie de le surprotéger. Et parfois, je dirais pas que je l'expose quelque peu, c'est un grand mot et c'est pas du tout ce que je fais. Mais disons que oui, je vais limiter la protection pour qu'il soit prêt. C'est comme un peu l'effet d'un vaccin. Il faut un peu l'exposer pour qu'il puisse fabriquer des anticorps. C'est un peu mon devoir en tant que père, là où sa mère est 100% dans la protection. Et je me demande si j'avais une fille, je serais pas plutôt peut-être 100% dans la protection, je sais pas. Okay. C'est ça ma grande question. Que Gaëtan et Christian peuvent nous donner. J'ai pas l'impression, en tout cas, que d'avoir une fille ou un garçon, en tout cas, ça aurait changé mon approche de la paternité. Bon, après, voilà, contrairement à Sébastien, j'ai grandi dans un environnement un peu plus féminin, avec beaucoup avec ma mère, mes tantes, mes cousines, et donc beaucoup de femmes. Mais bon, c'est pas ça qui fait que voilà, j'ai plus de facilité avec une fille ou un garçon. D'office que voilà, j'imagine qu'avec avec l'âge, quand elle va grandir, il y aura peut-être un peu plus de difficultés à comprendre quand elle va devenir petite fille, puis après adolescente, après femme. Mais pour le moment, en tout cas, en tant que petite fille, en tant que bébé, j'ai pas vraiment cette impression qu'il y ait une grande différence. En tout cas, le rôle de protecteur. Après, voilà, peut-être que dans ton cas, c'est le cas, mais... Alors, moi, ouais, plus ou moins comme toi. Moi, c'est mon bébé, donc du coup, je fais pas de différence entre une fille et un garçon. Je l'aime, je la protège. Après, c'est vrai que l'approche est différente parce que quand on m'a annoncé que j'allais avoir un enfant, je me dis, si admettons, ça sera un petit mec, j'aurais été nettement plus, je pense, plus dur avec l'enfant. Et c'est là que ma femme m'a dit, mais pourquoi tu dois être plus dur avec un enfant, avec un petit garçon et pas avec une petite fille? Et suite à cette réflexion, je me suis dit, c'est vrai, en fait, ça n'a aucun sens. C'est le système qui nous place dans ce genre de choses, dans ce genre de codes, qui nous formate en plus ou moins à être un peu plus dur avec un petit garçon ou une petite fille, mais je pense que ça n'aurait rien changé. Parce que je le vois très bien avec mon neveu. Je suis comme il était bébé, je suis pareil avec ma petite fille actuellement, donc je pense pas que ça aurait changé grand-chose. Et puis, effectivement, aussi, moi, j'ai grandi dans une meute de louves, avec des grandes sœurs, une maman qui a beaucoup pu prendre la place, mes sœurs aussi, c'est chouette.
Et donc, du coup, elles ont beaucoup de caractère. Donc, oui, forcément, tout ça aussi, ça joue aussi sur ma manière de faire les choses par rapport à une petite fille. Et puis, elle prend sa place aussi. Donc, du coup, même si je suis dans la protection ou dans autre chose, je le vois pertinemment, parce que maintenant, elle a 11 mois. Elle prend sa place. Elle a pas, pas qu'elle n'a pas besoin de moi, mais dans son évolution, moi, je l'accompagne. Et j'ai plus l'impression d'avoir un rôle d'accompagnateur. Un rôle de guide plutôt qu'un rôle de formateur, on va dire ça comme ça. Ok. Et l'aspect plutôt au niveau de votre comment dire, de l'échange avec votre partenaire. Donc est-ce que vous avez l'impression, parce que vous êtes toujours dedans, que vous avez un rôle qui est, bon, je ne vais pas dire plus important, mais qu'il y a des choses que vous savez que c'est vous vraiment qui allez faire la différence par rapport à la maman, ou est-ce que... Par rapport à si c'est une fille ou un garçon, ou en général, dans le rôle parental. Donc, est-ce que vous avez l'impression que vous avez un rôle qui est bien défini par rapport à l'évolution de l'enfant, ou est-ce que vous cherchez encore vos marques, ou comment vous vous situez par rapport à la paternité vis-à-vis de votre partenaire? Je sais pas pour mes collègues. Moi, pour ma part, j'ai toujours eu le sentiment que le rôle indispensable, c'est le rôle de la mère. C'est le rôle indispensable. Je suis d'accord. C'est c'est le dernier rempart de l'enfant. En général, quand c'est la nuit que l'enfant se lève, on se rend bien compte de qui est la personne indispensable, de qui est remplaçable. Te réveiller, être là, fatigué, présent, mais bon, c'est pas vers toi que le bébé se tourne. Je crois que la mère est indispensable et que le père est... alors, j'ai peur des mots puisque j'ai pas envie de dire utile, ce serait peut-être pas suffisant. Indispensable, c'est pas le terme idéal non plus. Je crois qu'on est de toute façon complémentaires. Ça, c'est une réalité qui va au-delà de la parentalité. Mais dans le cadre de la parentalité, je crois que le père a un rôle qui est crucial, qui est important. C'est cet équilibre, parce que de toute façon, la mère ne peut pas et ne doit pas tout assumer. Mais je reste convaincu que c'est un rôle qui reste quelque peu secondaire. Quelque peu. On apporte énormément de choses. Et puis je me demande aussi si ça joue pas dans le fait d'avoir une fille ou un garçon. Ça, c'est encore difficile pour moi de le dire, n'ayant qu'un seul enfant. Mais je pense qu'on est plutôt cet être complémentaire qui vient plus en soutien de la maman. La maman. On doit plus gérer la maman et la petite. Bon, la mère gère le petit et tu accompagnes la maman dedans, mais tu soutiens plus la maman dans sa fatigue et tu prends le relais quand elle en a besoin. Et... Ouais, c'est ça. Après, il y a une différence aussi, parce que là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on a 9 mois pour s'imaginer quelque chose qu'on n'a pas en nous. Donc, on n'a pas la même connexion avec la maman. La maman, j'ai eu l'expérience, je me rappelle le premier mois que ma fille est née, on a dû partir à l'hôpital. La maman a dû partir à l'hôpital, j'ai dû rester avec la petite. Et donc, elle n'avait pas mangé pendant une longue période parce que ça prenait du temps au niveau du service hospitalier. Et la petite n'a pas bronché. Je lui parlais, je lui disais, écoute, maman n'est pas là, il faudra prendre sur toi pendant un moment. Puis quand la maman est sortie de l'hôpital, il y avait peut-être 300 mètres de différence entre la voiture et où ma était. Et bébé a commencé à pleurer. À pleurer. Et de l'autre côté, il y avait une réaction chez ma femme, où son lait commençait à sortir, etc. Donc il y a une connectivité entre les deux. Donc je pense que moi, j'ai vraiment plus un rôle je peux rassurer mon enfant, du moins dans les premiers mois, on va dire ça comme ça, je peux la rassurer parce que elle va voir ma présence, elle va sentir mon odeur, elle va comprendre, elle va entendre ma voix, mes intentions, etc. Mais je ne pense pas que c'est moi je suis pas primordial pour son développement, parce que sa maman a clairement une place très très importante, parce que pendant tout un temps, il faut pas oublier que l'enfant pense que lui et la maman sont la même personne. Donc, du coup, à ce moment-là, déjà, c'est assez compliqué de toi-même trouver ta place. Tu dois essayer de comprendre et tu prends ta place progressivement. Donc, c'est-à-dire que il y a des schémas, des choses qu'on va faire. On va se dire, bah, tiens, c'est moi qui va donner le bain à un bébé pendant toute une période pour qu'elle prenne ses habitudes avec toi. Ou tu vas lui donner le bibi si elle prend le bibi, ou le bibi du soir. Ou tu crées des rituels avec ta fille pour justement... faut pas abandonner, donc c'est-à-dire qu'il faut créer une connexion. Ouais. Mais c'est vrai que clairement la femme a
un rôle qu'on ne peut pas. C'est pour ça, une maman. Mais t'as tout dit, de toute façon, quand t'as parlé des 9 mois, t'as tout dit. C'est biologique, ça va au-delà de ce qu'on peut vouloir en tant que papa. On n'aura pas un enfant 9 mois dans notre ventre. Ah bon, l'évolution de ce monde-là me fait un peu peur. Jusqu'à présent, c'est pas prévu. Et donc, c'est biologique. Donc, il y a quelque chose qui est biologique, qui va au-delà de tout ce qu'on peut percevoir. Et puis, pour le reste, c'est des choses qui se créent, comme le dit Gaëtan, mais qui seront forcément pas du même niveau. Ces petits rituels, ces petites choses qu'on va créer pour créer ce lien, ce sera un lien qui sera beaucoup plus matériel et beaucoup moins profond. Donc, à mon sens, et surtout en écoutant ce que disent mes frères, je crois encore plus que vraiment il y a quelque chose qui lie la mère et qui est surnaturel, là où notre lien à nous sera vraiment matériel. Ouais, matériel. Ouais, ok. Et donc, du coup, vous n'avez pas le sentiment d'être laissé pour compte, finalement. Vous savez que vous avez un rôle à jouer, mais que vous êtes en attente de pouvoir rentrer sur le terrain, quelque part, j'ai envie de dire. Après bon, je me permets de prendre la parole. Laisser pour compte, je trouve que c'est quand même assez. Ça serait dur de. Non, c'est ma question, oui, parce que sûr. je sais que certaines personnes peuvent avoir cette impression-là. Je pense que quelque chose qui est très important, c'est la communication. Donc, c'est-à-dire que pendant les 9 mois, nous, on réfléchit, on pense, on communique énormément avec madame. Et puis, quand le bébé est là, on apprend un peu sur le tas. Et on comprend aussi qu'on doit soutenir madame, parce qu'elle nous fait comprendre dans sa manière de faire qu'elle a besoin de nous aussi. Donc. Moi, pour ma part, je me suis pas senti, surtout que dans mon cas, bébé est arrivé par césarienne, donc elle avait clairement besoin de moi pour changer l'enfant dans les premières semaines, parce qu'elle ne savait pas vraiment se lever, et pour d'autres choses aussi. Donc du coup, oui, moi j'ai direct très vite pris mon rôle de père assez rapidement, parce que pendant qu'on était en train de la recoudre, moi j'avais l'enfant en peau à peau. Et donc, c'est moi qui a découvert, qui a eu ses premiers instants physiques avec l'enfant, du moins physique externe au ventre, on va dire. Et donc, du coup, oui, ça crée un lien et directement, on est plongé dans ce rôle. Dans son rôle, oui. Et donc, je n'étais pas laissé pour compte. C'est vrai qu'après, au fur et à mesure du temps, je le constate, que bébé a plus besoin de maman que moi, que quand sa mère est là, elle voudra aller dans ses bras plus. Si maintenant, voilà, il y a moi et maman, elle va aller chez maman. Mais pour d'autres trucs, elle va être beaucoup plus à l'aise à dormir. Enfin, par exemple, si on doit dormir à 3, bébé va dormir près de moi, mais pas près de maman. Donc, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus confortable, parce que c'est dû au contre-pot qu'on a eu au premier rendez-vous, ou peut-être que c'est juste parce que je ne sens pas l'aise, je ne saurais pas l'expliquer. Mais je remarque en général que quand elle est dans tes bras, en tout cas, elle a l'air beaucoup plus calme. Oui. Je ne sais pas si tu lui donnes un sentiment d'être rassurée. Elle est un peu plus agitée, du coup, quand elle est dans les bras de sa maman, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est ce que je remarque quand je vous vois tous les trois, en tout cas. Je pense qu'il y a plus d'agitation aussi, parce qu'il y a c'est maman, elle sent cette connexion entre les deux. Et puis voilà, moi je sens pas le lait, et que généralement quand sa maman me décharge entre guillemets, donc elle me donne la petite, soit c'est parce qu'elle est fatiguée, elle doit aller se laver, elle doit aller aux toilettes, donc peut-être qu'elle est peut-être un peu plus nerveuse, et moi beaucoup plus chill, donc forcément peut-être qu'elle ressent quelque chose de beaucoup plus posé, calme, plus posé chez moi que sa maman à ce moment-là. Je ne sais pas, je ne saurais pas expliquer. Mais je me sentais pas laissé pour compte. Okay. Non, encore une fois, pareil, c'est pas un sentiment de se sentir laissé pour compte, mais non, je crois que la société a certainement aussi à voir là-dedans. C'est-à-dire que, tu l'as dit en introduction, on est quand même élevé, éduqué à une certaine position en tant qu'homme. Et quand on le remarque même dans plusieurs symboles, même le symbole, je l'ai dessiné pour m'en rappeler, mais le symbole qui représente l'homme, pour ceux qui visualisent ce symbole, c'est une petite flèche qui sort du domicile. L'homme, naturellement, c'est, pour reprendre les propos de quelqu'un que tout le monde connaît certainement, Éric Zemmour, qui disait « L'homme, c'est l'ouverture vers le monde ». Je me permets de reprendre ces paroles-ci parce que je les trouve très justes.
Je crois qu'effectivement... Oh non, il dit beaucoup de choses justes. Le problème, c'est qu'on le connaît pour ce qu'il dit de ne pas juste. Et pour le coup, ici, quand il parle d'ouverture vers le monde, je crois que je me suis beaucoup reconnu dans ces paroles-là. Dans la mesure où il parlait, pour le coup, de la femme en tant que rôle de protection, rôle de maman. Donc, celle qui nourrit l'enfant, celle qui... C'est le foyer en même temps. C'est la Elle maison, représente le foyer. Tandis que l'homme, c'est vraiment l'ouverture vers le monde. Les congés de paternité sont assez... réduit. On en est à 2 semaines quand même. Ça a quand même évolué. Entre toi et moi, il y a à 3 semaines le mois d'après. Toi, t'as eu 2 semaines. Et maintenant, apparemment, c'est un mois. C'est à partir de cette année. Donc, faites des gosses, les amis. Il y a ça. Non, mais on se rend compte surtout qu'on a besoin du soutien du père en tant que mère. La société par ces signes-là, nous montre quelque chose qui est peut-être faux, c'est important d'y réfléchir, mais nous montre que la maman, oui, elle peut rester là, l'homme peut aller travailler, il n'y a pas de souci. Il n'a pas besoin de rester près du gosse à peine 3 semaines de la naissance de l'enfant, c'est encore très tôt. Ouais. Donc, il y a vraiment tout un truc qui fait que naturellement, on sait que notre place, elle est un peu partout. Faut aller chercher les courses. Faut aller chercher de l'argent, faut aller... Mais j'ai quand même l'impression que... En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai en regardant la manière dont vous vivez votre paternité, que vous êtes quand même beaucoup plus impliqué que les générations d'avant. J'y viens parce que c'est encore une fois, c'est tout ce qui vient de l'extérieur finalement et qui nous dépasse. D'une part, il y a la société, ce qu'elle nous montre, puis d'autre part, il y a notre éducation. Et notre éducation, on est tous les trois issus de près ou de loin de la culture africaine. Africaine de par les cousins, cousines que peuvent représenter nos frères et sœurs entiers. Mais c'est la même culture, le même bloc culturel. Et donc, on a vu des papas, alors bon, je sais faire la différence puisque voilà, j'ai pas envie de citer des cas ici, mais on a quand même des papas qui étaient plus présents que d'autres. Mais de manière générale, on a vu des papas qui avaient une certaine distance par rapport à leurs enfants. C'est pas une question d'amour, c'est vraiment une question de modèle. Et donc, on avait des papas qui n'étaient pas spécialement très impliqués. Lorsqu'on m'a fait faire le pot à pot dont parlait Gaëtan, j'ai entendu que dans certaines cultures, on évitait tout contact entre le papa et l'enfant pour que celui-ci reste viril et garde toute sa virilité. Donc, le fait d'être en contact direct avec son enfant, ça lui enlevait un petit peu de virilité, ça lui insufflait une certaine sensibilité. Justement, j'allais vous poser la question, maintenant que tu le dis, je vais vous poser la question. J'ai un ami, en fait, quand il est devenu papa pour la première fois, il m'a dit, en fait, que quand l'enfant est né, il s'est senti faible. Il a eu un sentiment de faiblesse au moment où on lui a tendu l'enfant dans les bras. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu ce sentiment-là tous les trois quand... Pas spécialement de faiblesse, c'est plus on va dire, un sentiment de pas savoir quoi faire, de peur de casser ce petit être, de comment le prendre, comment le manipuler, et même au moment du pot à pot, c'est une petite sensation d'inconfort qui fait que voilà, on ne sait pas un peu comment s'y prendre quoi. On ne naît pas père, on le devient, et les premières expériences, c'est vraiment tâtonner dans le noir pour essayer de trouver un peu sa place quoi. Alors, moi, pour ma part, je dirais pas... Tu peux répéter? Est-ce que tu t'es senti faible? Alors, moi, je suis quelqu'un de très sensible de base. Donc, moi, je pleure pour un oui, pour un non. Je peux pleurer devant une série de musique ou autre. Donc, oui, je suis sensible. Mais faible, non, pas faible. Plutôt fort, parce que c'est quelque chose de très particulier à expliquer. Donc, c'est-à-dire que tu découvres ton enfant. Tu sais pas si tu l'aimes vraiment. Au final, parce que oui, c'est quelqu'un que tu connais pas. Si tu connais pas, donc tu apprends à le découvrir, et puis il y a des choses qui se passent. Il y a une certaine fragilité. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il s'est peut-être senti faible, parce que quand tu es face à une personne fragile et que tu as une certaine empathie, forcément, tu partages quelque chose avec cette personne. Il y a quelque chose qui arrive. Et là, cet enfant, il sort d'un ventre, il n'a pas mangé, il a froid, il comprend rien. Moi, je veux bien imaginer, c'est comme si demain tu me lâches sur Mars, tout nu. C'est chaud, Enfin, moi, je sais pas ce que je fais. Voilà. Mais alors, du coup, pour cet enfant là qui est dans cette bulle, dans son ventre, dans cette chaleur, qui est rassurée par la voix de sa mère, par les battements du cœur, par les caresses, par tout ce qui l'englobe, il arrive là dans ce monde un peu précipité,
Et oui, il est fatigué. Et puis, donc oui, t'es nourri aussi par sa fragilité. Et donc forcément, tu deviens fragile parce que tu te dis, bah oui, il a besoin de moi. Et t'es fatigué. C'est une sorte d'empathie, en fait. Je dirais qu'il y a un peu d'empathie, il y a beaucoup d'amour, il y a un peu d'incompréhension parce que tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Parce que cet enfant est là, il a envie de téter, parce que moi, il a essayé de me téter, du moins. Il a envie de téter, il a envie de chaleur. Toi, t'as envie d'être là, mais tu peux pas trop le serrer parce que tu peux le tuer. Tu peux pas trop non plus t'as envie de le laver, mais tu peux pas. Enfin, il y a plein de choses. Qui se passe par la tête. Mais effectivement, pour mon compte, je me suis pas senti, j'ai pas senti de fragilité, j'étais juste très rempli d'émotions, mais pas de fragilité, c'est autre chose. Tu disais, Sébastien, parce qu'on a un peu coupé dans Non, c'est le fil de la discussion. C'est vrai que c'est un moment particulier. Ça me parle, quand tu dis faible, ça me parle un peu. Parce que c'est un moment très particulier. Comme Gaëtan, c'était une césarienne pour nous. Et donc, c'est un moment très bizarre parce que je visualise encore le moment où l'enfant est sorti du ventre, mais où j'étais encore totalement en inquiétude pour la maman. Et donc, j'ai vécu un moment assez particulier où j'ai regardé l'enfant, mais de façon tellement désintéressée, parce que je m'inquiétais d'abord de l'état de sa maman. Et que c'est dès que j'étais rassuré et de savoir que sa maman allait bien, était en route pour aller mieux, que je me suis penché, on va dire, sur l'enfant. Et c'est pas au moment où on m'a tendu l'enfant que je me suis senti faible, mais plutôt dans les quelques jours après. Ouais. Les quelques jours qui ont suivi. Et puis bon, on est resté plusieurs jours à l'hôpital pour certaines circonstances. Donc, c'était des jours de grande faiblesse psychologique. Pour ma part, oui, je me suis senti assez fragile, psychologiquement, assez sensible. Je suis quelqu'un d'assez sensible, comme disait Gaëtan, peut-être sous une autre forme, mais aussi assez sensible. Et pour me mettre à nu ici, c'est vrai que j'ai eu l'alarme assez facile pendant ces quelques jours. Parfois pour un rien, je crois que on nous annonçait certaines choses. Je sentais que j'avais fleur de peau quand même. J'avais, je sais plus, on m'avait annoncé un truc un peu bidon sur ma maman. Je me suis mis à chialer. Et donc c'était vraiment un moment de fragilité pendant ces quelques jours à l'hôpital, qui est très vite passé aussi dès qu'on est arrivé à la maison. Donc pour ma part, j'aime pas le mot faible, c'est peut-être mon côté homme. Mais fragile, oui. Je me suis senti assez fragile. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que moi, c'est vrai que ça te chamboule un peu. Et c'est pas que j'ai eu une déprime, hein. Je sais pas si on peut le qualifier de dépression, mais... Après, je vais vous poser une question, parce que je vais vous poser la question à tous les trois, parce qu'il y a toute une liste de symptômes de la dépression postpartum chez les hommes. Donc je vais voir, on va faire un petit quiz pour voir. On n'en parle pas assez, parce que moi, dans mon cas, ce qui se passe, que tu parles fragilité, il y a cet événement qui change un peu ta vie. Il y a un moment donné où tu te dis, mais tiens, est-ce que c'est ce que vraiment ce que tu avais envie? Est-ce que tu seras bon dans ce rôle? Est-ce que t'es enfin, tout change en fait. Et donc du coup, la vie n'est plus la même. La vie n'est plus la même. Et il y a une certaine il y a un certain sentiment où tu as l'impression de même plus être quelqu'un. C'est-à-dire que on t'identifie par rapport à ton enfant. On t'identifie juste par rapport à ton enfant. Tu es le père de. C'est-à-dire que tu dois aller le déclarer. Tu dois, tout le monde t'appelle, enfin, tu vas voir ta famille, tout le monde, on demande comment va le bébé et la maman, mais toi, on s'en fout un peu, tu vois. C'est vrai à partir du moment de la naissance, l'état du papa, on s'en fout un peu. Les premiers jours, peut-être, oui, après l'accouchement, alors ça va, c'est pas trop dur et tout le tralala. Mais après, les premiers mois, c'est plus le bébé et la maman qui sont importants, et le papa passe un peu en seconde zone. Ouais, et puis après, tout le monde t'appelle papa, tous tes amis t'appellent papa. En fait, c'est comme si t'étais le père de tout le monde. Ça va, papa? Oui, ouais. T'arrives au boulot, on t'appelle papa, tu reviens de 3 semaines où t'es quand même fatigué, parce que 3 semaines paternité, c'est pas 3 semaines de vacances, hein. C'est 3 semaines où t'es avec un enfant où tu te réveilles toutes les 4 heures, 3 heures. Ouais, tu dors pas, et donc t'as beaucoup de visites aussi, et puis t'arrives au boulot, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que de l'autre côté, à ta femme et ton gosse. Donc moi, je rentrais tous les jours à midi. T'arrives à midi, tu repars, t'as l'impression que tu sois venu ou que tu sois là ou pas, ça n'aurait rien changé, parce que tu vois qu'ils sont occupés et que voilà, t'arrives, tu dois parler doucement parce que le bébé fait dodo, maman fait dodo aussi, donc t'es là comme un con en disant pourquoi je suis venu, tu retournes au travail, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là-bas. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais le fait d'abandonner la maman, t'as l'impression de vraiment abandonner, un peu, de lâcher le morceau, t'as vraiment l'impression de quitter, de laisser la mère.
de fuir la maison. Et Voilà, après, absolument. c'est assez particulier. Donc tout ça, ça m'a créé une petite dépression. J'étais pas spécialement bien. Et en fait, t'as pas le choix. C'est-à-dire que tu peux pas te reposer parce que tu dois être présent à la maison. Tu dois rester fort. Tu dois ramener de l'argent. Tu dois faire face à plein de choses et tu te sens un peu largué et c'est rare. Et ça, c'est la force que j'ai, c'est que j'ai mes gars qui ont vécu la même chose plus ou moins à la même période, qui fait que tu te sens pas seul. Et ça, c'est cool. Parce que t'as même pas vraiment non plus le temps d'aller boire un verre avec tes gars, hein, parce que t'es à la maison et que si tu le fais, t'abandonnes encore plus à maman. T'es dans une culpabilité, donc tu peux même pas vraiment changer les idées. Oui, t'as bu, qu'est-ce qui se passe? T'es bourré. Ça, c'est des vécus. Ça va pas, donc tu peux pas trop non plus. Donc c'est passer 6-7 mois où il y a un certain équilibre, une certaine routine. Quand je dis routine, je fais attention aux mots parce que c'est un rythme de croisière que tu arrives, et que là ça va plus ou moins mieux parce que maman aussi elle peut se permettre de dire bon, je te laisse bébé, je vais voir mes copines, je vais faire des trucs et donc ça on recommence à retrouver un équilibre, c'est cool, mais c'est vrai que dans un premier temps c'était je parle pas de dépression parce que c'est vraiment quelque chose de super avoir un enfant, mais c'est vrai que c'est tout le contexte autour en fait. C'est le manque de sommeil, de voir t'as pas dormi, tu te réveilles, mais tu dois quand même enchaîner avec le travail, être fort pour le travail. Arriver au travail, comme tous tes collègues, on attend quand même un minimum de toi. C'est pas parce que t'es papa que voilà l'entreprise va. Ah oui, non, ça continue. Comme on dit, the show must go on. Voilà, ça. Donc c'est pas. En plus pour eux, t'as eu quelques semaines de congé, donc tu devrais être un peu reposé, mais c'est pas spécialement le cas. Et après, quand tu reviens à la maison, tu dois quand même continuer encore le rôle de papa parce que voilà, pour la maman, t'étais au boulot avec des collègues en train de t'amuser. Alors qu'elle était toute la journée avec un bébé. Voilà. Et c'est ça, et tu dois la comprendre parce que moi je comprends. Hein. Parfois je rentrais chez moi et je voyais ma femme, je me dis putain la pauvre. Elle avait pas pris sa douche. Ses cheveux c'était n'importe quoi. Tu dis t'as mangé? Non. C'était chaud et tu te dis ouais bon c'est compliqué, c'est chaud. C'est comme des vacances de travail, quoi. Ouais, non, c'est exactement. Ouais, non, je crois qu'on a partagé un peu les mêmes moments. C'est un peu tout ça, un peu tout ce qui a été dit. Le fait de, quelque part, être tiraillé entre aller travailler alors que t'as pas spécialement envie dans les premières semaines. T'as envie de rester avec ton enfant, t'as envie de rester avec ton épouse. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que ça remet aussi ça remet beaucoup d'amour dans un couple. Alors chacun en est où il en est au moment de la naissance. Mais le fait de voir sa femme faire quelque chose d'aussi fort, sans doute la chose la plus forte qui peut exister sur Terre, c'est de mettre un enfant au monde. Le fait d'assister à ça, et d'assister à ça de façon impuissante, alors qu'encore une fois, on est élevé, et tu le disais, je vais rappeler ce que tu disais en introduction, mais on est élevé à être l'homme fort, et ci et ça. Mais on se retrouve dans une position de spectateur, et on voit sa femme, cet être qu'on est censé protéger, qu'on est censé préserver de toute douleur possible. On la voit souffrir, on la voit faire quelque chose d'aussi incroyable et on la voit mettre au monde l'être qu'on va aimer le plus au monde. Tout ça ensemble fait que ça remet beaucoup d'amour dans le couple. Et donc, c'est cette période où tu as envie d'être encore plus proche de ta femme que ça pouvait être quelques mois avant. Parce que quelques mois avant, elle était enceinte. Elle était chiante. Elle cassait la tête. Elle voulait... D'ailleurs, est-ce que vous avez des petites anecdotes? Parce que je pense que vous en parlez pas beaucoup. Hein. Non, on y arrive. Ça vient. Mais, en tout cas, on passe par cette période où elle est enceinte. Quand je dis elle est chiante, voilà, c'est symbolique. Hein. On sait ce que c'est. On comprend plutôt, je veux dire, mais d'un coup, on arrive à une situation où c'est une déesse. C'est clairement une déesse. Elle a fait quelque chose d'incroyable. Elle est plus forte que moi, c'est sûr. Elle a fait un truc qu'on pourra jamais faire. Je pourrais faire le quart de ce qu'elle fait. Mais surtout au niveau physique, le fait de supporter cette douleur, on n'en est pas capable en tant qu'homme. Mais pas que physique, c'est aussi mental, voir un peu comment elle arrive à gérer l'enfant, gérer le foyer. Ça c'est après. Moi je suis encore sur vraiment le moment de. Ah oui, l'accouchement. Le fait qu'elle accouche. Je suis encore juste sur ce moment-là. Ça suscite tellement d'émotions positives autour de sa femme que le fait de vivre... Et d'admiration aussi, quelque part. Absolument. Non, absolument. Mais pas qu'auprès de la femme. Moi j'ai été admiré auprès de... Moi, par rapport à ma mère aussi, je me dis, après coup, quand je vois ce qui s'est passé et comment... tu te dis, en fait,
quand je vois où ce que j'en suis arrivé aujourd'hui, je me dis, ouais, maman, elle a fait du taf de ouf. Bien sûr, non, après coup. Mais ce que je voulais dire par rapport à la femme, c'est que cette période après, dont parlait Christian notamment, quand on va travailler, etc., on la vit d'autant plus difficilement que on est éloigné de son gosse. Il vient d'arriver, on a envie de passer toute notre vie avec. Et on est éloigné de notre femme, avec qui on a recréé un lien particulier parce que elle nous a offert le plus beau des cadeaux. Et ça, c'est assez difficile à vivre. Mais d'un autre côté, pas mentir, on quitte un peu l'enfer de la maison quelque temps. C'est vrai. Je suis désolé de l'avouer, que tous les papas qui essaient de se cacher m'excusent. Mais en réalité, oui, il y a aussi ce truc où on est forcé, et entre guillemets, on a cette chance. C'est très ambigu ce que je dis, c'est très compliqué à dire, mais quelque part, on est un peu forcé. Donc, comme on est forcé, on n'a pas le choix, c'est cool. On a ce moment de congé qui nous est imposé, où on doit aller. Et alors, c'est très relatif. Comme mes collègues, j'étais dans un travail qui me prenait énormément en termes d'intensité. Et donc, c'est très difficile, avec l'état de fatigue, de concentration, etc., de se retrouver à travailler, de faire les choses sérieusement, de manière concentrée, appliquée, de supporter certaines choses qui, d'un coup, deviennent très relatives, très secondaires. J'ai un enfant à la maison, tu me parles de trucs qui d'un coup n'ont plus tout paraît un peu puéril, même si c'est important, tu dis ça paraît sans sens, quoi. Il y a des prises de tête, tu te dis mais attends, moi j'ai un enfant à la maison. Voilà, exactement. En fait, comme ce qu'il dit est vrai, parce que il y a deux trucs sur lesquels je veux rebondir sur toi, c'est effectivement, moi ce que je disais au départ, c'est que le fait de quitter la maison, tu te sens mal. Mais au fur et à mesure du temps, dans cette paternité, quand l'enfant grandit, ça te fait du bien aussi de pouvoir reprendre une vie plus ou moins normale, ce que ta femme n'a pas directement, mais que toi, tu peux obtenir. Donc, il y a une certaine chance derrière ça, parce que, puis après, nous, on était dans un contexte assez particulier, on est dans le contexte du Covid, où on n'a pas pu sociabiliser comme on voulait pendant un long moment. Donc là, le fait de devoir retourner au travail et que ça faisait du bien aussi de pouvoir voir d'autres personnes, parler d'autres choses et d'être sur autre chose que juste sur ce qui se passe à la maison, les pampers et tout ça. Okay. Non, voilà, c'est pour dire qu'effectivement, c'est une période spéciale. Là, on se retrouve éloigné du gosse et ça ne fait que nous rapprocher. Au final, ça fait que je me suis jamais dit qu'un jour, quand je terminais le travail, ma première priorité, ce serait de foncer à la maison. J'ai jamais... on est des gens de dehors. J'adore ça. On a grandi... Ça, c'est vrai. oui, non. Tu nous as vu grandir et puis ça s'est pas amélioré après. On a grandi avec un certain désintéressement du foyer. On fuyait la maison. Et puis la crise d'ado, on n'est pas bien à la maison. Et puis certaines habitudes qu'on prend et qui font qu'on est encore moins bien à la maison. Et puis même quand ça s'agit, on reste des gens dehors. On se voyait beaucoup avant de devenir papa. C'était une période où c'était beaucoup rapproché. Gaëtan et Christian sont toujours restés très proches, mais on s'est un peu rapprochés. Juste avant l'accouchement. On est devenus voisins, etc. Donc on s'était beaucoup rapprochés. Et donc, on se dit pas, moi je me voyais pas être ce casanier qui, dès qu'il termine le travail, fonce à la maison. Et j'avais plus qu'une priorité, moi, c'était je termine le travail, je fonce. Je pouvais voir tous mes potes les plus potes du monde, mais je fonçais à la maison, voir mon petit, voir ma femme et rester avec eux, sans avoir quelconque envie de sortir. Et alors, pour ma part, je fais une mini confession en tant que fumeur. J'ai arrêté de fumer. Le jour où mon fils est né, le 27 octobre, j'ai arrêté de fumer. Pendant plusieurs mois, donc ceux qui comprennent, ceux qui doivent comprendre. Avant que la routine s'installe. En tout cas, donc ça a vraiment été quelque chose de radical. Et ça s'explique pas. Non, ça s'explique pas, ça se vit uniquement. Il y a plein de choses, ça se vit. Il y a plein de choses qui se passent durant cette période. Mais en tout cas, je suis devenu quelqu'un d'autre. Je l'ai constaté. C'était assez drôle de me voir. Mais tiens, on va te poser cette question, Gaël. Toi, comment tu nous vois, toi qui nous as connus petit. En tout cas, moi, ce que je peux... Tu trouves qu'il y a un changement? Déjà, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis fière de vous trois. Merci. Parce que j'aime les hommes que vous êtes devenus. J'aime la manière dont vous vous sentez impliqués et dont vous vous sentez responsable par rapport à votre foyer. Et ça, c'est vraiment pour les trois d'entre vous. Parce qu'il y a le foyer, mais il y a aussi le fait de devenir papa. Parce que déjà, avant même d'être papa, j'aimais la façon dont vous étiez avec vos compagnes respectives.
Et franchement, moi, j'ai un sentiment de fierté parce que je vois que vous êtes vraiment impliqués, que vous êtes vraiment dédiés à votre famille, quoi. Et tout en gardant votre amitié. Et ça, je trouve ça tellement beau de se dire, vous êtes tous les trois papas, vous continuez à vous voir, vous continuez à prendre vos responsabilités. Et voilà, donc moi, vraiment, j'ai pas vu vraiment de... Je vous ai vu évoluer, donc, mais de la bonne manière. Donc, moi, j'ai vraiment un sentiment de fierté. C'est pour ça aussi que j'avais envie de commencer ce podcast en vous mettant à l'honneur, parce que pour moi, c'est vraiment... Allez, en tout cas, je suis fière de vous. Merci. C'est gentil. Voilà. Merci, ça touche. On va pas te payer pour podcast. Vous n'allez pas être payé non plus. Moi, c'était tout pour moi. Mais il y a quelque chose auquel je pensais là tantôt. On parlait de donc cette différence de génération, etc., de cette culture. Effectivement, c'est vrai qu'on est aussi dans une époque moderne avec certes, selon moi, avec tout ce qui peut y avoir de positif comme de moins positif. Je crois qu'aujourd'hui, les rôles sont un peu en train de changer. Mais ce qu'il y a de positif, je crois, c'est que nous, en tout cas en tant que papa, je parle de nous trois ici autour de la table, je crois que chacun vit sa paternité à sa façon, mais je crois qu'ici, nous trois, on veut être des papas impliqués. On a vu de près ou de loin, encore une fois, trop de papas. Moi, j'ai grandi dans un milieu où les papas sont pas là, clairement, où les papas sont absents. Que ce soit pour des raisons de divorce, de séparation, ou d'obligation. Parfois, ils sont présents physiquement, mais ne remplissent pas leurs obligations, parfois. Donc ça, c'est peut-être même encore pire. Donc, on peut avoir un papa qui est pris physiquement à la maison, mais qui en fout pas une. On a des papas qui vivent à l'étranger, on a des papas qui, voilà. Et donc, je crois que ça nous a peut-être un peu laissé des traces. Et on se dit qu'on veut surtout pas être ce genre de papa. En tout cas, là, je parle vraiment pour moi, mais je le constate. Je sais pas comment ça se passe dans la tête de mes collègues, mais en tout cas, je constate qu'on veut essayer de représenter des papas présents. À la différence de nos pères qui, parfois même de façon assumée, ne l'étaient pas spécialement. Et parce que culturellement, voilà, il y a cette distance-là. Chez nous, dans l'éducation, le père, c'est limite un géniteur. Limite. Alors là, j'exagère beaucoup le propos, bien sûr. Et j'ai pas envie de rentrer dans des grandes considérations historiques, mais une fois que la colonisation est arrivée, je crois que chez nous, on a perdu beaucoup de ce que les rôles initiaux contenaient. Les rôles initiaux ont perdu leur contenu, plutôt, pour le dire comme ça. Et donc, ça a fait énormément de dégâts. On sait que la colonisation, on parle beaucoup de certaines choses pratiques, mais même là-dedans, dans le rôle des parents, dans le rôle de la société pour éduquer un enfant, on a perdu toutes nos valeurs et donc on s'est retrouvé avec des papas absents et des mamans qui faisaient tout le boulot, des mamans-papas, comme on veut. Puis sans compter aussi le fait qu'avec l'émancipation de la femme et le fait que les femmes ont commencé à travailler. Absolument. C'est ça aussi qui a été un peu paradoxal, c'est que les femmes ont commencé à travailler, mais leur rôle à la maison n'a pas changé. Et donc elles assumaient... Je crois qu'il peut pas changer. Moi, je crois qu'il peut pas changer parce qu'une maman reste une maman. Oui, mais elle peut avoir du soutien. Absolument, c'est le rôle du papa qui peut changer. C'est le rôle du papa qui peut changer. C'est là où je venais, c'est que justement, et c'est pour ça que je disais que j'étais fière de vous, parce que justement, vous nous montrez un autre modèle de papa. On est encore jeunes. Ouais. On en reparlera dans la ans. Alors, on va essayer de changer ça pendant. En tout cas, en tant que grande sœur, je serai là pour vous rappeler que. Moi, j'ai un certain objectif par rapport à ça. Et je suis plus ou moins comme toi, Seb. C'est que, bon, moi, à partir du moment où tu fais un enfant, tu prends l'initiative d'élever une personne qui va faire partie d'une certaine société. Pour ma part, c'est une petite fille. Et je pense que le meilleur que je peux lui donner, c'est lui donner le rôle, lui montrer que je suis que je suis présent pour elle, mais qu'à la maison, je suis pas non plus juste un géniteur. C'est-à-dire que je suis sur tous les fronts. Que je vais travailler, que je fais le ménage, que je lui donne à manger, que je la change, que je passe du temps avec maman. Mais parce que cette image-là qu'elle va voir, c'est une image qui va la forger sur le reste, en fait. C'est-à-dire elle pourra pas l'attendre d'un homme que le mec va juste ramener du fric et qui va travailler, revenir à la maison et qui ne partage pas de moments avec elle. Parce qu'elle va, dans ce cas-là, se dire, mais un homme, c'est juste un mec qui doit ramener du fric. Alors, bon, c'est des raccourcis, mais... Alors du coup, pour moi, c'est quelque chose d'important qu'elle comprenne qu'en fait, l'image d'un homme n'est pas juste
l'image que la société veut nous faire croire, genre tu vas travailler, parce que dans tout ça c'est qu'ils nous disent oui il faut aller travailler, mais moi je gagne pas 3 4 000 5 000 euros par mois, je vais travailler mais mon salaire n'a pas changé depuis que je suis papa, ça ne change rien, donc du coup juste dire, parce que voilà, maman aussi travaille, donc maman travaille, papa travaille, nos salaires sont plus ou moins similaires, donc en fait mon rôle et le rôle que la société m'impose n'est pas quelque chose qui sur papier, et c'est totalement, c'est ridicule. C'est-à-dire que ma femme travaille, je travaille, on gagne plus ou moins la même chose. Elle continue à avoir son rôle de mère qu'elle fait très bien. Moi, mon rôle, il est où dans tout ça? Parce que je gagne pas plus qu'elle. Enfin, ou je gagne un peu plus qu'elle, mais voilà, je gagne pas 3 fois son salaire. Donc, il n'y a pas vraiment de grande différence. Donc, du coup, en dehors de ça, il faut quand même relativement changer cette manière, ces codes qu'on a de l'homme, et donc il faut être présent à la maison. Donner un exemple différent. Oui, différent de ce que la société peut proposer. Et là, d'autant plus parce que je suis un parce que moi, tu sais très bien, moi je suis un petit mec, j'ai grandi chez des femmes, j'étais le prince. Il y a des fois, j'arrivais à la maison, comme je suis un mec de dehors, j'allais chez mes potes, je mangeais des durum et tout, je rentrais à la maison, j'avais 3 Tupperware qui m'attendaient. Et je pouvais choisir la nourriture que je voulais. Donc vraiment, je peux pas dire que j'ai vraiment maman j'étais vraiment un prince quoi. J'arrivais, je mangeais ce que je voulais, je m'habillais comme je le souhaitais. J'avais pas vraiment de problème. Donc j'aurais pu être ce mec qui attend que ma femme fasse à manger à la maison et que moi je suis là à glander, à boire ma bière en train de regarder un match de foot. Et c'est pas non plus, alors je peux le faire de temps en temps, mais c'est pas l'image que je veux donner à ma fille. Donc aujourd'hui, je suis sur tous les fronts. Je nettoie la maison, je passe du temps avec elle. Maman fait à manger aussi. À manger aussi. Donc, je fais pas mal de trucs qui fait que, en fait, on apprend. J'apprends à devenir la version de moi-même améliorée. Et c'est pas tout le temps évident parce que parfois on a juste pas envie. Mais j'ai choisi cette vie-là et donc comme je dois l'assumer. Donc l'assumer, c'est aussi faire des concessions et ces concessions passent par là. Mais moi, je voulais juste rebondir en 1 minute pour pas être trop long, mais c'est vrai que ça m'évoque un peu, ce que tu dis m'évoque un peu l'idée que et j'en ai déjà discuté longuement avec ma femme, c'est qu'avoir un enfant, ça nous permet de nous rééduquer finalement. Parce que y a cette célèbre phrase « fais ce que je dis, pas ce que je fais », qui n'est absolument pas vraie. Au final, l'enfant va faire ce qu'on fait. Et donc, on se rend compte que là où on concevait l'éducation de façon très pédagogique, au sens premier du terme, c'est-à-dire il faut expliquer à l'enfant, il faut montrer à l'enfant, il faut lui dire, ce n'est vrai qu'à un tiers. Le 2 tiers, c'est surtout ce qu'on va lui montrer en termes d'exemple, en termes de comportement. C'est la manière dont on va se comporter nous-mêmes. Et donc, quand l'enfant naît, on se rend compte qu'on a encore tout un comportement à changer, à améliorer, à revoir, parce que c'est ce qu'on est que l'enfant va intégrer. Et c'est notre comportement que l'enfant va observer et va essayer de reproduire aussi. Et reproduire, absolument. Et donc, on se rend compte qu'au-delà des belles paroles qu'on peut avoir, au-delà des beaux enseignements qu'on peut essayer d'apporter à l'enfant de manière théorique, on se rééduque quand un enfant arrive puisqu'on veut lui montrer le bon exemple. Et c'est là que ce que Gaëtan me dit me paraît extrêmement pertinent et judicieux et il me touche particulièrement puisque oui, le modèle qu'on va lui montrer, pour ma part, j'ai un garçon. Gaëtan, lui, a une fille, donc Gaëtan, sa fille, c'est l'homme qu'elle va attendre sera inspiré de l'image qu'elle aura eue de son père. Pour ma part, moi, c'est un garçon. Moi, c'est directement ce qui va devenir lui, qui sera inspiré en grande partie de l'image qu'il aura eue de son père. Donc, si mon comportement n'est pas adéquat, je ne pourrais m'en vouloir qu'à moi-même demain si je constate que son comportement à lui ressemble au mien sur des points négatifs. Donc, c'est surtout une façon de se rééduquer d'avoir un enfant. Et toi, Christian? Moi, je suis pas encore au point. Mais je devrais un peu plus avoir l'approche de Gaëtan, d'essayer de devenir un modèle, mais j'avoue que c'est pas encore tout à fait évident. Après, la chance que t'as, allez. Mais justement, j'essaie de prendre exemple un peu sur mes 2 camarades ici qui, eux, montrent le bon exemple. Mais voilà, j'avoue que je suis encore un peu à la traîne avec souvent, après c'est des excuses, mais entre le travail, les trajets, parce que maintenant j'habite du côté de Charleroi, donc c'est 1 heure d'aller, 1 heure retour, plus le temps de boulot. Quand je reviens, je suis pas toujours, on va dire, au top. Et bon, après, j'ai la chance d'avoir une compagne qui arrive vraiment à bien gérer. Oui, et puis elle travaille moins que toi aussi. Après, c'est pas, être maman, c'est vraiment, c'est plus qu'un boulot. Donc,
voilà, il faut encore que je sois au point niveau ménage et vaisselle qui traîne encore. Il y en a un peu qui m'attend ce soir quand je rentrerai. Ça prend. T'inquiète pas. Donc, moi, je vais vous poser quelques petites questions. Donc, j'ai un peu fait mes recherches. Et en fait, ça existe, en fait, le postpartum chez les hommes, mais on n'en parle pas. Et donc, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui pour voir un peu, est-ce que vous avez eu quelques symptômes? Est-ce que vous l'avez vécu? Parce que certaines personnes le vivent, mais de manière très légère, mais d'autres le vivent de manière plus profonde. Donc, ce que disait le docteur Richard Freeman, qui est un docteur américain, c'est que quand l'homme devient papa, il y a un changement biologique qui s'effectue chez lui. Et en fait, si vous voulez, il y a le niveau de testostérone qui diminue. Ce qui implique une sorte de forme de dépression, mais qui se manifeste de manière différente. Donc, vous pouvez avoir des sentiments de tristesse, des sentiments de solitude, un manque d'appétit, difficulté pour dormir. Le bébé, c'est en grande partie la difficulté. Donc, quand on se réveille toutes les 2 heures, 3 heures pour le biberon nocturne, ou parce que voilà, pour notre cas, elle faisait des coliques. Parfois, ça peut être un manque de sommeil qui n'est pas forcément lié à ce que vit le bébé, mais vraiment, vous n'arrivez pas à dormir. Ah ouais. Oui, non, mais parce que tu as aussi les inquiétudes liées au bébé. Et bon, après, tout ne tourne pas non plus autour de l'enfant, mais c'est vrai que la fatigue et le manque de sommeil étaient fort présents. Il y a quoi d'autre sur cette liste? Alors, il y a donc beaucoup de colère et d'irritabilité, oui. pour ne pas citer certaines personnes autour de cette table. Peut-être c'est moi. Alors aussi, un manque d'intérêt par rapport au travail et aux autres choses qu'on avait l'habitude d'aimer faire, mais que finalement, on commence à perdre. Je pense que c'est un peu lié à ce qu'on a dit un peu avant. C'est que, voilà, au niveau du boulot, vu qu'on a, avec l'enfant, on a une nouvelle vision de la vie, tout devient un peu plus relatif. C'est-à-dire, voilà, tout ce qui était important, tout ce qui était, qui nous paraissait important avant, peut paraître un peu plus puéril, un peu plus... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en dehors de ça, un jour, mon grand ami Sébastien m'a dit une phrase. C'est Mwamba. Mwamba. Ouais, non. Mwamba m'a dit un jour, comme dans la chanson de Doc Gineco, tu te rappelles cette phrase? Tu m'as dit, plus rien ne me fait bip. Et effectivement, quand tu m'avais dit ça, je me dis, bon, gars... Ouais, ok, si tu le dis. Mais il vivait une autre période. Lui, il était à 3 mois de quasi. Je crois que ton enfant n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Donc, on avait discuté. Et puis un jour, je t'ai vu, je t'ai dit, mec, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Ah ben, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a plus rien qui fait vibrer comme ça. C'est-à-dire, avant, je pouvais être là, attendre une série, être trop chaud pour la série, je m'en fous complètement maintenant. Voilà. Effectivement, ouais, ce que tu dis dans ta liste, je me retrouve totalement dedans, en fait. Moi, à l'inverse, pas trop. Mais il n'y a rien là-dedans qui te... Alors, rien, je sais pas, mais disons que... Changement de poids, par exemple. Grossir ou maigrir. Après, nous, on était en même temps en période de confinement aussi, donc ça fait que... Moi, j'ai perdu full poids. C'est une période particulière. Moi, c'était pas en confinement. On a vécu une période particulière. Non, c'est vrai que c'est un peu... Je pense pas que ce soit d'autres types de rats de laboratoire. Moi, j'ai plutôt un manque d'appétit, mais j'ai pas... Ah non, c'est l'inverse. Et puis alors, il y a se sentir exclu de la relation maman-bébé. Ça, vous l'avez quand même un peu, mais bon, après... Un peu, mais après... C'est pas se sentir... Mais c'est pas que la mère nous excluait non plus. C'est vraiment, en tout cas pour mon cas, comme je disais, le fait de sortir du foyer, prendre la route, être pendant 8 heures en dehors de la maison, revenir le soir, je reviens par exemple les 19h, la petite se couche vers 20h, 21h, quand tu rentres, elle est déjà en train de dormir. Ouais. Non, mais elle dort 1 heure après. On lui donne son bain, elle dort. Quand je pars le matin, elle dort. Elle n'est pas encore réveillée. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, on se sent un tout petit peu exclu. Mais voilà, je sentais en tout cas de mon côté que ma compagne faisait en sorte de m'impliquer un maximum, le soir, tiens, vas-y, donne-lui le biberon, tiens, essaie de la faire dormir. Je me sens pas exclu par madame. Je peux me sentir exclu parce que je comprends pas leur délire à elle, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont une cognitivité que moi, je n'ai pas avec elle. Et parfois, je me dis, je l'ai pas, mais ça fait partie de
Ça fait partie du tout. Après, ça ne te rend pas moins important à ses yeux, tu vois. Mais ça, je ne sais pas. L'enfant ne parle pas encore. Je ne sais pas si sa maman est plus importante que son papa. Je peux pas décider pour lui. Après, il faut faire ta place. Hein. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'il faut faire sa place. Donc moi, je lui laisse pas le choix. C'est-à-dire que même si je me rappelle Nouvel An, j'ai frôlé une dispute, minuit. Moi, je me lève, ils savent pas où je vais prendre l'enfant, je l'ai levé de son lit et je reviens avec pour passer Nouvel An, pour passer le minuit avec elle. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu l'as réveillée? Elle dormait. Je dis, comme ça, elle est avec nous. Et ils ont pas compris. Ils ont pas compris. Mais tu vois, donc il y a des choses comme ça, je me permets de faire ou imposer des choses à bébé. Après, madame a été un peu fâchée parce qu'elle est restée 1h30 à essayer de la faire dormir. Parce que c'est pas toi qui as galéré à la faire dormir. Totalement. Mais non, parce qu'elle réclamait sa maman dans genre de délire. Mais donc toi, tu réveilles l'enfant, après c'est elle qui doit le faire dormir. Non, j'aurais bien voulu, mais bon, après ils m'ont dit non, toi t'es fou, va te coucher, toi n'importe quoi. Donc ouais, bon, on m'a pas tué, mais oui, il y a des choses que j'essaie d'imposer, genre je vais la prendre, je vais danser avec elle, elle me dire mais elle est fatiguée, je m'en fous, je danse avec, des trucs comme ça, mais donc c'est marrant. Mais je sais pas si l'enfant trouve ça marrant, mais bon. Ouais, mais je l'impose et indirectement, je pense qu'elle apprécie. Elle kiffe en chemette. Ouais, c'est cool. Très en chemette. Donc ouais, je me retrouve un peu dans ta liste. Il y a certaines choses. Moi, moins, et même ce sentiment d'exclusion, j'avoue que je l'ai beaucoup moins ressenti. Moi, je me suis pas senti exclu. Je pense plus que c'était. Il y a un moment donné, ouais, tu cherches un peu ta place parce que tu te dis que je sois là ou pas, ça va pas changer quelque chose. Mais c'est par rapport à tout ce que vous dites, même si c'est pas le sentiment d'exclusion, même ce que vous dites me touche moins. En tout cas, je me sens moins concerné parce que je me suis moins senti dans cette position. Alors oui, on a partagé la même expérience. Moi aussi, un peu comme vous, j'allais travailler le matin, je revenais le soir. Mais ça s'est très vite normalisé à mes yeux, en fait. Donc, après, c'est plus loin par rapport aux autres. Il y a quand même 6 mois de différence aussi. C'est vrai que c'est plus loin, et c'est vrai que c'est Gaëtan qui me rappelle certains sentiments que j'avais peut-être oubliés. Mais globalement, j'ai l'impression que j'ai très vite normalisé nos deux rôles et qu'ils étaient déjà un petit peu ancrés en moi. L'homme étant ce qu'il doit être, la femme étant ce qu'elle doit être. Voilà. Non, j'ai pas ressenti vraiment un sentiment d'exclusion particulier, un sentiment de ne pas faire partie d'un cocon. Il y avait d'une part ce que forme la maman et le petit naturellement. Et il y avait d'autre part notre foyer à 3 qui me paraissait très épanoui. Après, t'as un petit garçon aussi, ça peut changer aussi. Après, moi, ce que je pourrais dire, en tout cas, de manière extérieure, quand je regarde vos 3 couples, on dit souvent, il faut d'abord être bien à 2 avant d'être bien à 3. Et je pense que vous étiez déjà tous bien à 2. Donc, c'est plus facile d'accueillir justement une nouvelle personne dans le cocon parce que vous étiez déjà bien à 2. Donc, je pense que ça aussi, ça a peut-être aussi facilité l'adaptation avec l'arrivée de l'enfant. Donc, bon, dites-moi c'est si une grosse je me épreuve. trompe, Non, mais c'est une grosse épreuve parce que voilà, si t'es pas prêt, en tout cas. Oui, et comme c'est à double tranchant. C'est à double tranchant, mais en même temps, c'est une décision que vous avez prise à 2. Que vous avez pris à 2, vous l'avez réfléchi, et puis vous avez franchi le pas. Donc je pense que du coup vous aviez, c'est pas comme quelqu'un qui est en couple et puis du jour au lendemain on t'annonce je suis enceinte. C'est quand même pas la même chose parce que là vous avez eu quand même toute une préparation psychologique. De bien connaître la personne. Bien connaître la personne. C'est important. Voir le bon. En fait, ce qui est important, c'est avoir une relation saine, je pense. Parce qu'il y a quand je dis relations saines, il y a des relations où des gens sont très bien ensemble, comme tu viens de le dire, mais ils sont trop fusionnels. Et dans ce genre de problème, quand un enfant vient dans une relation trop fusionnelle, pour certaines personnes que je connais, que je ne cite pas ici, qui ne sont pas ici d'ailleurs. Dédicace à Joseph. C'est qui Joseph ? Je sais pas, j'invente. Tous les Joseph vont se sentir mal. Si jamais t'as un Joseph dans ton entourage. Non, blague à part, ça arrive à certaines personnes et en fait, le fait que l'enfant arrive dans cette relation fusionnelle entre les deux fous amoureux là, fait que ça casse quelque chose dans leur relation. Où forcément tout ce que tu as cité, l'abandon, etc., peut
peut arriver beaucoup plus facilement. Parce que, effectivement, une femme, quand elle vient d'avoir un enfant, sa priorité, c'est l'enfant. Mm-hmm. Et ça, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire c'est plus que sa priorité, c'est son tout, quasiment. C'est son tout, mais c'est sa priorité. C'est-à-dire, c'est l'enfant qui passe avant tout, quoi. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que on change aussi, quoi, parce que il parle de désintéressement au niveau du boulot, mais on va être logique, hein, entre ton employeur qui te fait payer tes factures et ton enfant qui peut être malade et tu dois aller à l'hôpital. Moi, je m'en fous de mon taf, hein. C'est bébé, voilà, t'as pas le choix, en fait. C'est pas que tu t'en fous vraiment, mais tout dépend du travail que tu fais. Aujourd'hui, je pense pas être primordial pour mon travail. Je pense que je suis une personne efficace. Tu es efficace, t'es nécessaire, mais nécessaire, mais moi, ma priorité, c'est bébé et maman, hein. Y a rien à faire. Et donc, du coup, forcément, en fait, tu te relèves. Je pense que il y a deux choses qui changent un homme dans une vie, c'est la mort et une naissance. Et aujourd'hui, ça m'a changé parce que ce bébé qui est arrivé dans ma vie a fait que j'ai pris d'autres initiatives, vont prendre aussi une autre manière d'aborder les choses et même de convenir les choses avec sa propre famille, parce que à un moment donné, peut-être que la grand-mère voudra certaines choses, voudra imposer des choses. Bon, c'est pas arrivé dans mon cas, mais ça pourrait arriver, où tu dois devoir, toi en tant qu'homme, prendre ton rôle de mari et devoir dire non, en fait, ma femme et moi, on n'est pas d'accord avec ce genre de choses. Et affronter ta mère pour lui dire ça. C'est vrai qu'avant la naissance, c'est ta famille, c'est ta famille. Et là, maintenant, vraiment, ta famille, ça devient ton cocon. Ouais, c'est ça. Toi, ta compagne et l'enfant. Et ça, c'est autre chose. Parce que ça change tout. Et c'est forcément, comme tu dis, si tu t'entends pas avec ta femme et que ça va pas avec ta femme, là, c'est un problème. Mais si vous faites, parce qu'après, vous êtes une entité, on marche à trois, en fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'elle va faire et va avoir un impact sur ta vie, sur l'impact de la vie de l'enfant, etc. Donc, il faut vraiment marcher en synergie, sinon ça va pas le faire. Mm-hmm. Ouais, absolument d'accord. Moi, pour ma part, j'ai eu à devoir défendre mon foyer et recadrer un peu le comportement de la famille qui autrefois était ta première famille, devient passe à un autre, la relation familiale passe à un autre stade finalement, parce que comme le dit Gaëtan très bien, ton premier foyer maintenant c'est ta femme et ton enfant. Et certaines choses peuvent être un peu en contradiction et donc du coup il faut pouvoir faire preuve de pédagogie. Mais après, je sais pas si c'était ton cas aussi, Sébastien, mais aussi tu as la vision, on va dire, de la paternité, ou en tout cas de l'enfant, comment éduquer l'enfant, que ta mère ou tes oncles, tantes peuvent avoir, justement, qui vont vouloir imposer ça dans ton couple. Or que peut-être toi, avec notre génération, on a une vision un peu plus progressive. Et c'est ça qui fait un clash et tu dois... C'est clairement ça, c'est de s'opposer à une éducation, puisque ce qui est fou, c'est de se dire que cette éducation, on l'a reçue. Ouais. Donc on peut la considérer comme excellente si on est assez fier de soi. On se dit, si je suis fier de ce que je suis devenu, c'est que je suis fier de l'éducation que j'ai reçue. Mais on doit être capable, et souvent, grâce à sa compagne, on remet quelques petites choses. Alors, il ne s'agit même pas de remettre en question, il s'agit d'être confronté à un nouveau modèle. Tu crées un nouveau modèle, parce que finalement... La société dans laquelle vos enfants vont vivre et vont évoluer est différente de la société dans laquelle nous, on a évolué. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Et puis même la couleur de peau du bébé. Moi, je suis noir, mon enfant est métis. Donc pour ma part, c'est par exemple des questions d'alimentation. Par exemple, où on a un style d'alimentation qu'on recommande pour notre enfant et qu'on impose pour notre enfant, je vais le dire, on l'impose. Et du coup, ça peut créer un choc avec la manière dont nous, on a été élevés sur le plan alimentaire, la manière dont nous, on a été nourris. Certaines choses, tu sais, moi, en tant que Congolais, il y a un plat qui, chez nous, dont tout le monde raffole, c'est le pondu. Le pondu n'est pas, par exemple, un des légumes les plus sains. Et donc, j'en veux pas tout de suite pour mon enfant, en tout cas pas dans ses jeunes années. Et c'est pas évident de faire comprendre à sa maman tu cherches ce problème, toi aussi. On peut en rediscuter, hein, c'est des nutritionnistes congolais, je tiens à préciser. Non, mais après, je t'avoue que donc la petite a goûté déjà. Non, elle a raffolé. Mais après, même moi, après avoir mangé, je sentais un peu d'acidité. Donc je dis, il s'agit même pas de goûter. Le fait de simplement goûter, à la limite, c'est pas grave, mais c'est le fait de devoir
s'expliquer avec ses parents, dire voilà, c'est pas ce que je veux pour l'enfant de l'immédiat. Voici les produits que je souhaite pour l'enfant et veuillez, s'il vous plaît, respecter notre volonté et donner ces produits à l'enfant. Ça, c'est compliqué. Même quand on vous dépose l'enfant et qu'on n'est pas là, veuillez ne pas agir selon votre volonté parce que tu parles à ta mère, tu parles à la personne qui t'a élevé et tu dois dire à cette personne qui t'a élevé, voilà comment je veux qu'on élève mon enfant. Donc toi qui m'as élevé, je vais t'expliquer comment tu vas devoir... Mais en fait, c'est quoi le problème ? C'est une grande confrontation. Ça, c'est parce qu'on est des hommes, je pense. Parce que en tant que femme, je pense que c'est différent. Parce que moi, ma mère, c'est ma maman, c'est pas la maman de ma compagne. Donc forcément, du moins chez moi, maman va plus aller dans le sens où, bon, comment fait ta femme ? Et en fonction de, je vais m'adapter. Je crois que c'est du cas par cas. C'est du cas par cas aussi. Après, l'autre chose, c'est que la communauté congolaise, c'est une grande communauté. Et si tu aurais été avec une Congolaise, je pense que ton bébé mangerait du pundu. Non, mais bon, c'est le cas. Pas forcément. Si c'était pas sur ce point-là, ça aurait été sur un autre point. Tu sais, par exemple, ma femme n'est pas congolaise. Et donc, par exemple, elle est maghrébine, et chez les Maghrébins, particulièrement chez les Marocains, dans le Maghreb, ils font beaucoup de plats à base de miel. De miel, oui, mais c'est pas bon pour l'enfant. Voilà. Tu vois, et donc, c'est des choses sur lesquelles il y a des remises en question, sur lesquelles il y a des discussions, et sur lesquelles il faut parfois éveiller les parents, en leur disant, voilà, il y a des habitudes qu'on peut avoir eues culturellement, mais il faut se dire aussi que la société et la science évoluent. Et que donc il y a des choses qu'on apprend aujourd'hui qu'on ne savait pas il y a 40 ans et qui font que l'éducation change et ça crée des confrontations assez intéressantes, sachant que tout le monde est dans la bienveillance. On part du fait que tout le monde est dans la bienveillance, mais chacun avec son modèle et que ce sont des modèles qui s'opposent. Et en tant que parent, il y a quand même ce challenge d'imposer. Dans le respect et bien entendu en tenant compte des avis, puisque ce n'est pas seulement notre enfant, c'est aussi l'enfant de nos parents, c'est aussi l'enfant de nos familles. Donc eux aussi ont quelque part un droit sur l'enfant, mais qui reste minime par rapport aux droits des parents. Ouais. Après, je pense que c'est avec l'échange qu'on se construit. Donc oui, il faut dialoguer, il faut échanger. C'est la base de tout, la communication. Avec sa compagne, avec ses parents, avec ses proches. Parce que moi, je le remarque, maintenant j'ai un enfant. Il y a des parents qui ont aussi des enfants que j'ai pas spécialement envie que mon enfant... C'est chaud. C'est chaud, les mecs, je fais des ennemis. J'ai pas envie que mon enfant côtoie certains enfants. Joseph, si tu nous entends. Laisse-le tranquille. Parce que tu te dis, mais l'enfant, il dort à minuit. L'enfant, il mange des trucs comme ça, alors que le mien, tu vois, donc tu compares pas. Alors, je veux pas juger, mais tu te dis juste... Moi, je veux pas ça pour mon enfant. Ça, je veux pas pour mon enfant. Ouais. Et donc, du coup, comme tu ne veux pas ça pour ton enfant, forcément, il y a un tri qui se fait. T'apprends à être radical quand t'es parent. Là où toute notre vie, on était capable de faire des concessions en se disant, je veux pas, mais. Là, c'est l'enfant. Donc là, je le dis, même avec ma propre mère, j'étais capable d'aller à un certain type de confrontation. Il y a plus de concessions. C'est notre enfant. Pour lui, on pourrait se faire la guerre au monde entier. Donc, Là où on était en plus, autour de cette table, c'est des gens très diplomates, on n'est pas des radicaux. Mais pour l'enfant, on apprend à être radical et à dire non, point. Mais bêtement, à la crèche, parfois, on dit, est-ce que votre fille peut manger du pain ? J'ai dit, mais je sais pas. Je vais voir avec sa mère. Et donc, on discute. Et sa mère me dit, mais oui, elle veut manger du pain, mais qu'est-ce que ça apporte au niveau nutritionnel à l'enfant ? Du pain avec du beurre, ça va changer quoi sa life, tu vois? Donc du coup on en discute et on se dit oui, non, ou oui avec ça, oui pas avec ça, et c'est important. Non, mais par rapport à ce que tu disais avec ce qu'on veut pas pour nos enfants, oui, clairement, moi j'ai aucun scrupule. Là, t'as dit que tu te faisais des ennemis. J'ai aucun scrupule. Non, moi, si je vois un modèle qui me correspond pas, j'aurais aucun scrupule à éviter que mon enfant se retrouve mêlé à des choses qui ne correspondent pas à la manière dont on veut l'éduquer. Parce que on n'a pas le temps de faire des concessions pour les regretter par après. Non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est une question de temps, d'envie, Tu te dis, tu as beau être diplomate, quand il s'agit de l'enfant, il n'y a pas de concession, tu dis, c'est comme ça, j'ai pas le temps de discuter, j'ai pas le truc, si t'es pas content, Après, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a un certain respect. Je prends le cas de Christian. L'autre jour, on devait se voir avec bébé, et il me dit, ma fille est un peu malade. Est-ce qu'on se voit encore? Parce que vous avez aussi. Ok, on se voit, mais on va se voir à l'extérieur, comme ça, il n'y a pas trop de
d'échanges entre les enfants. Ou comme ça, il fait beau aussi, on en profite. Mais c'est important parce que pour la même, il m'aurait rien dit. Sa fille a un truc et une gastro peu importe, et voilà, on est reparti pour des trucs. Donc il faut avoir aussi ce respect et pouvoir échanger aussi avec les parents et pouvoir dire ce qui est bon ou pas pour notre enfant et pouvoir le mettre sur la table, clairement. Non, je le rejoins à 100%. C'est important ce respect-là. Il manque beaucoup dans les crèches. Ouais, mais après, voilà, pour le contexte, tu vois, tu sais très bien, il y a des parents, voilà, ils travaillent tous les deux. Je fais de la mauvaise l'enfant a la fièvre, tu le mets un suppositoire, tu déposes la crèche, il ira bien, et voilà. Le problème, c'est les infrastructures, le manque de lieux d'accueil. Non, je fais une boutade, mais je peux comprendre. C'est pas bien. Non, mais après, il y a des parents qui sont comme ça, hein, ils savent que leur enfant est malade et ils vont quand même le déposer à la crèche parce que voilà. Mais tout dépend de ce qu'il a. S'il fait ses dents. Mais que tu lui mets. Tu peux avoir la gastro, si tu dois travailler, tu vois ce que tu veux dire, c'est que tu peux pas prendre non plus indéfiniment des congés. C'est clairement. L'exemple de ma fille, par exemple, c'est que on sait très bien, c'est même une petite plaisanterie entre moi et ma compagne, c'est qu'on sait qu'elle va faire 1 semaine de crèche et 2 semaines de maladie régulièrement. En tout cas, c'est le cas depuis le mois de décembre. C'est voilà, si c'est pas la gastro qu'elle ramène, c'est un rhume, c'est une grippe, c'est une bronchite, une bronchiolite. Et t'enchaînes. Une conjonctivite. Voilà, en tout cas, maintenant, c'est le cas. On connaît plein de noms de maladies. Ouais, mais tu découvres, hein. Et bon, après, toi, moi, je chope tout ce que ma gamine ramène. Ça m'a parce que je pense que comme elle allait encore, il y a des anticorps qui s'échangent entre les deux. Mais moi, je chope tout. Conjonctivite, rhume, gastro. Mais t'es faible. Hein. Non, moi, c'est plus la gastro que j'ai. Moi, ça va. Ouais, je m'en tire bien. Voilà, j'avais de faiblesse là tantôt. Il était con. Voilà le faible. Vas-y, on voit le beat, je vais le clasher direct. 1-2. Papa gâteau. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous qui aimerait rajouter quelque chose ou qui a une anecdote ou un challenge qu'il s'attendait pas, qu'il a vécu en devenant papa ou... Alors, ouais, la capacité de résistance, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tu peux être malade, mais au bout de ta life, ton enfant pleure, tu vas te réveiller. Tu peux être défoncé, t'as bu, je sais pas ce que t'as fait. Ton enfant est malade, tu vas te lever, tu vas t'occuper. Tu vas pas être bien, ta femme te fait chier, mais tu vas prendre sur toi. Donc t'as une capacité de prendre des choses. D'encaisser. Et tu te dis, bon, allez, tu prends sur toi parce que... Et ça, donc ça, c'est un truc qui t'a étonné ou bien c'est une capacité que t'as développée ou... Bon, t'as pas le choix. Qu'on se découvre. Tu découvres. Tu découvres juste que tu peux faire des trucs de fou. Et je pense que pour une femme, c'est encore pire parce que elle va travailler, elle s'occupe de l'enfant, elle se lève le soir. Elle dort plus. Oh. Mais elle a encore du temps pour te préparer à manger, pour te faire des petits câlins, pour passer du temps avec toi, pour t'écouter tes problèmes qui sont parfois très nazes. Mais, faut rien sous-estimer. Mais ouais, elle va prendre le temps de tout ça. Donc je pense que la force d'une femme, moi je le vois, comparé à un homme, c'est dingue. Mais je crois que tous les deux on s'est découvert des capacités. C'est vraiment par rapport à ce que tu dis, Gaëtan. C'est tous les deux, mon épouse et moi, découvert des capacités qu'on ne pensait pas avoir il y a 2 ans. Ah ouais. Je me retrouve parfois 3-4 heures du matin, après n'avoir pas encore dormi, à marcher, puisqu'en plus j'ai la chance d'avoir un gosse qui refuse de s'endormir quand je suis assis. Je suis obligé de rester debout et marcher. Parce que même quand je reste debout fixe, ça ne suffit pas. Donc il faut marcher. Demande que je marche. Les vibrations. Et donc parfois je me retrouve à marcher à 3 heures du matin pendant on va dire de 2 heures à 5 heures du matin, en train de marcher. Avec un gosse qui pèse lourd, puisqu'au début, ça va. Au début, il pèse, et puis le poids augmente au fur et à mesure du temps. Et après 3 heures, t'as l'impression que le gosse a décuplé de poids. Mais on le fait. On le fait jusqu'à ce qu'il dorme. Et quand il dorme, c'est une petite victoire. Ouais. On dort. Et puis on se check, plus à l'aide léger. Mais on se dit, physiquement, on n'en était pas capable. Physiquement, je n'en aurais pas été capable. Et le lendemain, tu travailles. Tu vas dormir 30 minutes. Parfois, t'es là, l'enfant était infernal, et on se relaie, tac, on va chercher, et finalement, on prend dans le lit, et puis tu regardes l'autre, tu dis, bon, moi, je vais me laver. Non, c'est chaud. Mais, et pour encore une fois, pour dire ce qu'il disait, la maman, c'est encore pire. Je vois sa maman. Alors, j'ai une femme que j'admirais déjà, qui avait déjà des qualités que j'admire.
Mais ouais, on se retrouve avec une femme, puisqu'elle travaille aussi dans un truc où elle a énormément de responsabilités. Elle dort 2 heures ou 1 heure, elle va travailler. Des trucs qu'on se serait dit à 2 ans, mais impossible. Impossible. Enfant ou pas enfant, faut pas me demander de faire un truc comme ça, ce sera au-delà de mes limites. Finalement, on ne connaissait pas nos limites. Donc ça, c'est vrai que ouais, je suis tout à fait d'accord avec Gaëtan. Il te booste. Donc, capacité de ça résistance. donne la baraka. Moi, j'attends toujours gagner au loto, mais est-ce que tu joues? C'est ça. Non, je joue pas. Non, mais c'est vrai que ça te booste. C'est un vrai booster. C'est un booster de dingue, un enfant, parce que malgré toutes ces misères, et Sébastien me l'avait dit, hein, il va te faire la misère. Le désespoir. Mais après, il va te sourire. Et toute la misère que tu as passée, tu l'oublies. Bon, elle va te sourire, elle va te chercher un peu pour te faire montrer, te miroiter qu'elle est là, elle va te sourire, jouer un peu avec toi. Donc, du coup, même si t'es un peu fâché au départ, tu dis, ouais, tu m'as fait la misère, mais au final, ça passe. En fait, c'est vraiment, la proportion est dingue. C'est-à-dire que pour 10, 12, 15, 20, 22 heures de souffrance, et comme je le disais, de désespoir parfois, parce que parfois, il y a des moments qui sont clairement de l'ordre du désespoir. Les coliques, ce genre de douleurs nocturnes quand t'es fatigué. Toi, t'accumules la fatigue, le stress, l'incompréhension, le bruit, parce que finalement, pleurer, c'est aussi du bruit, c'est aussi une attaque directe au cerveau. Tu compiles un peu tout ça, tu te dis, mais là, elle pleure, ça va pas s'arrêter, et il n'y a pas de solution miracle pour tout problème. Donc, c'est le désespoir, vraiment, parfois. Et on se dit qu'un simple sourire au matin suffit à être boosté, à tout oublier, à se dire que bon, on est reparti pour peut-être une nuit comme ça la nuit suivante. Mais il n'y a pas de souci, on le fait. Que quelqu'un viendrait nous dire, bon, est-ce que tu veux que je t'enlève ton enfant pour te soulager de tout ce malheur? Mais au grand jamais. Non. Cette personne pourrait finir pendue ou crucifiée mais par une simple proposition. Ouais, oui. Non, on prend toute cette souffrance-là, on la prend puisque cette proportion inexacte de ces 23 heures de souffrance pour ces quelques minutes de bonheur. Mais ces quelques minutes de bonheur sont tellement intenses que elles valent allègrement ces nombreuses heures de souffrance. C'est une proportion bizarre, mais c'est le miracle de la nature. Moi, de mon côté, ce qui m'a le plus marqué, en tout cas, c'était... après, je sais pas si c'était Sébastien qui en parlait ou si c'est mon cousin qui a eu un enfant un an avant moi. Mais tout le monde me disait, ouais, tu vas voir les premiers mois, prépare-toi, profite bien de ton sommeil parce que une fois que le petit est là, tu dormiras plus. Bon, tu te dis, ça va, voilà, j'ai déjà fait des nuits blanches, une nuit ou deux sans dormir, ça va aller et tout le tralala. Mais après, une fois que tu arrives sur moi-même, c'est pas pareil. tu vas pas, tu te dis, bon, la première nuit, tu es tout bonhomme, tu vas dire, bon, allez, je vais laisser madame dormir, je vais surveiller le petit. Si elle se réveille, je vais donner le biberon. Tu fais ça une nuit, tu fais ça 2 nuits. 3e nuit, tu commences déjà un peu à souffrir. 4e nuit, et après voilà, du coup, tu réalises que voilà, c'est ça ta vie. En tout cas, les premiers mois. Alors moi, j'ai trouvé un pacte avec madame. On arrive efficacement, on arrive tout doucement à faire ça. C'est-à-dire que le samedi, moi, elle me laisse me reposer et le dimanche, je la laisse dormir. C'est-à-dire que je prends la petite au matin, je vais faire des tours, des balades. Et on essaie d'établir ça pour qu'on ait au moins des heures de sommeil, au moins 2 heures où l'enfant n'est pas là pour essayer de dormir. C'est pas toujours facile, parce que parfois tu as fait la nouvelle le samedi, mais tu vas quand même te lever le dimanche pour t'occuper du bébé. Mais on le fait. Et ça permet aussi d'avoir cet équilibre. On a très vite compris que le fêtard ici, c'est Gaëtan. D'être défoncé, mais fêtard ou papa, c'est important. Non, en fait, il faut pas s'oublier. C'est ça qui est important, c'est que souvent, on a tendance, et c'est ce que je dis tout le temps à ma femme, ne t'oublie pas. Faut pas rester braqué dans ton truc de maman, de ci. Faut pas t'oublier. Faut que tu fasses des activités, faut que tu bouges, faut que tu fasses des trucs. Et pareil pour moi, donc on s'efforce. Parfois, c'est pas toujours facile, mais ne fût-ce que aller voir ton gars. Même si ça a une demi-heure, tu vas voir ton pote, tu parles un peu, tu vas voir des gens, tu t'oublies pas, tu vas faire du shopping, tu vas faire un truc qui fait que qui te sort de cette routine. C'est ce qu'on disait, en fait. C'est pas ne plus être que le papa, que la maman. Voilà, exactement. En fait, il faut pas s'oublier. Il faut continuer à être qui on est. Voilà. Et en même temps, jouer le rôle. Et adapter cette chose, c'est comme un métier qu'on apprend. On apprend ça tous les jours parce que ton enfant évolue tout le temps. Là, aujourd'hui, elle marche pas encore, mais elle essaye. Toi, t'as un enfant qui marche, qui tourne, qui court, qui fait tout des trucs. C'est encore autre chose. Et après, il faut être au taquet parce que j'ai remarqué,
on est toujours sur la vigilance extrême. C'est-à-dire que l'autre jour, on était au parc avec Christian. Il y avait une petite fille qui était là, qui est passée et qui avait un bonbon et qui l'a tendu à ta fille. Et j'ai regardé la petite, elle est partie, tu vois. Mais pour la même, elle aurait donné une cacahuète. Et l'enfant allergique ou l'enfant... on ne sait pas, donc vraiment, il faut faire attention à tout. Et quand ça commence à marcher, il faut faire attention. Ça marche des trucs, ça prend des trucs au sol. Et ça va vite pour essayer de mettre en bouche. Et ça te feinte, hein. Ça te prend sur les deux mains. Tu enlèves sur une main, mais l'autre, elle a le temps de... le truc aussi qu'il faut faire attention, il y a une nappe, elle attrape la nappe, elle tire, et puis... Elle va enfiler et bizarrement, ça a beau être petit, mais c'est une de ses forces. De dingue. Ah là là, quand ça attrape un truc, tu veux retirer quelque chose de ses mains. C'est impossible. Damn. Et maintenant, ça détend, ça mord. Moi, j'ai un petit qui porte 6 packs d'eau. 6 packs d'eau spa. Oui, il est porté il y a quelques mois, je l'ai vu soulever 6 packs d'eau spa, je me suis dit, mais c'est comment ça dit quoi? Donc, ouais, non, les petits, ils sont surprenants, mais... En fait, c'est intéressant ce que dit Christian sur, effectivement, mais ça rejoint ce que disait Gaëtan sur la capacité de résistance. On nous le dit tous, ton sommeil. Mais on ne conçoit pas ce que c'est parce qu'effectivement, on a tous, comme l'a très justement dit Christian, on sait ce que c'est de faire une nuit blanche, ou 2, ou 3. Mais là, en fait, on rentre dans un tunnel. Mais c'est pas la même chose. Non, mais il y a dans un tunnel. Il y a une étude. C'est plus des jours plic-ploc, c'est continu. C'est-à-dire que tu as beau avoir souffert pendant 3 semaines, c'est pas pour ça que maintenant tu vas avoir droit à un congé. Même si l'enfant a décidé d'être malade encore 1 mois, après ces 3 semaines de souffrance, tu auras droit à 1 mois. Après, je pense que la fatigue est différente. Hein, parce que quand tu fais la fatigue suite à une fête, c'est pas la même chose qu'une fatigue pour un bébé qui pleure. T'as pas le côté positif de t'être amusé avant aussi. Oui, et puis t'as une charge mentale qui est différente. Alors, en fait, si t'as une fatigue mentale, alors moi, c'est fou. Parce que moi, je travaille du lundi au vendredi. Le lundi, quand je commençais ma semaine, j'étais frais. J'avais bien dormi le week-end, j'étais chill. Maintenant, je commence mes lundis comme les vendredis. Je suis défoncé, les gars. Je suis fatigué tout le temps. Mais tu dois faire le taf parce que tu dois faire ton taf au boulot, tu dois faire ton taf à la maison, tu dois avoir ta... Tu dois être alerte. En alerte tout le temps. Et pareil, il y a une étude qui dit que sur la première année de ton enfant, tu perds entre 1 mois et demi et 3 mois de sommeil sur ton année. Et je pense que ça se tient. Ouais, c'est fort possible. Sinon, tu dors pas bien. Tu dors clairement pas bien. Non, et ce qui est important aussi, c'est le sommeil. C'est l'alimentation. Parce que t'as pas le temps vraiment de bien t'alimenter pendant cette première année. Parce que ça demande beaucoup de travail. Une bonne alimentation, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont nous le dire. Il faut bien manger aussi, les mecs. C'est important. Bon, je le fais pas tout le temps, mais il faut vraiment le faire. Après, il faut avoir le temps de préparer aussi. Hein. C'est ça. Souvent, on choisit le choix de la facilité. Je pense que tout est une question d'organisation. C'est pour ça que quand on était gamin, il y avait des journaux de classe. Et c'est parce que... Non, on rigole avec ça. C'est parce que ça nous met en condition pour savoir quand sont tes rendez-vous. Parce que moi, parfois, on me dit, oui, rendez-vous chez le pédiatre le 20 mai. Ouais. Le 19, j'ai oublié. Moi, j'avais complètement zappé que le 20, il y avait rendez-vous. Et après, on se regarde dans le blanc des yeux. Mais demain, on a un rendez-vous. Ouais, t'as pris congé, non? Et toi? Non. Comment on fait? On doit s'arranger. Donc, ou bien les crises à la crèche, des gens qui ferment leur crèche, là. Ça aussi, c'est un truc de fou, hein. Il y a ils te font la grève comme ça, t'as rien décidé, tu vas déposer ton enfant mardi. Ah oui, demain on est fermé. genre c'est normal. Toi, et vous préviennent pas à l'avance une semaine au moins? Okay. Des grèves sauvages, frère. Ah oui, ok. C'est les aléas de la vie. Ouais. Donc en fait, c'est ça, avoir un enfant, c'est constamment... chaque semaine, c'est une semaine différente. Vous êtes dans l'organisation tout Non, il faut être organisé. Mais même si c'est plein d'imprévus. C'est que des imprévus. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui va venir. Ah, j'étais dans ton quartier, je voulais venir voir la petite. Ok, bon, on n'avait pas prévu, mais bon, viens. La petite tombe malade. On peut te convier à une messe, ça te demandait d'assumer un rôle important à une messe et tu dois t'absenter, malheureusement. C'est des choses qui n'est-ce pas? Je ne dirais rien. Sans le vécu. Donc c'est plein de petits trucs. Avoir un enfant, c'est des imprévus constamment. Ouais. Et il faut faire avec, parce que si c'est trop organisé, ça va pas le faire. Si t'es pas assez organisé non plus, donc il faut trouver les deux bouts. Trop organisé, c'est pas un problème. Ouais. Trop organisé, c'est pas un problème si t'es capable de rebondir. Il faut être préparé à l'imprévu. Oui, il faut être préparé à l'imprévu. C'est surtout qu'il faut ne pas être désorganisé. Voilà. Parce que ça, et puis pas paniquer tout de suite, quoi. Il faut être... Ça, c'est le problème de quand on est trop organisé, peut-être. C'est peut-être ça. C'est peut-être que quand on est trop organisé, dès qu'il y a un petit truc qui flanche, tu paniques. Et l'enfant, il va le ressentir directement. Il faut être capable de flexibilité, d'improvisation quand la situation l'exige.
Mais c'est une formation à la vie, finalement, d'avoir un enfant. Ah non, c'est clair. C'est simplement une formation à la vie. On développe des qualités qu'on, de toute façon, on a à appliquer ailleurs. Que ce soit quelque chose de très important pour ceux qui nous écoutent. Ne faites pas des enfants avec n'importe qui. Ah oui, ça c'est important. Ça c'est important. Faut avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un, un pilier, on va dire. Il faut être prêt. En plusieurs étapes, il faut être prêt. Faut le vouloir. Et puis, il faut effectivement que ce soit la maman qui envisage le papa ou le papa qui envisage la maman. Faut avoir un parent. Il ne faut plus avoir seulement un compagnon. Ah oui, faut pas. C'est bien d'avoir une personne que tu aimes et avec qui tu passes du bon moment, mais est-ce que cette personne sera la bonne mère ou le bon père ? C'est des questions qu'il faut se poser parce que c'est un challenge, c'est un challenge comme pas deux. Ça fait des individus bizarres. Hein. Moi, je vous le dis, je vois des anges bizarres dans la rue. Il suffit de regarder leurs parents. C'est à cause des parents, monsieur. Toujours jeter la faute sur les parents. Il ne faut pas toujours mettre tout sur les parents. Non. Moi, je travaille dans le domaine de la jeunesse. Je suis animateur. Et avant ça, j'étais coordinateur d'une maison d'enfants. Donc, j'ai travaillé avec des enfants. Maintenant, je travaille avec des ados. L'impact des parents est incroyablement conséquent. On peut certainement pas le minimiser. T'as raison, faut pas tout mettre sur le dos des parents, mais l'impact des parents est vraiment conséquent. Ouais. Systématiquement, quand on est confronté à un problème quelconque qui touche soit un enfant dans le cadre de la maison des enfants ou un adolescent, même encore un adolescent avant 18 ans, et que tu rencontres les parents, mais il y a énormément de questions il y a énormément de réponses qui débarquent en même temps que les parents. C'est-à-dire que tu vois les parents et tu comprends le comportement. Je pense que le rôle des parents aussi, c'est qu'ils doivent nous donner en fait les outils pour vivre dans cette société, en fait. C'est certain. Parce qu'ils peuvent pas être là tout le temps, mais c'est clair que s'ils t'ont pas donné les outils, c'est une petite bouteille, un enfant ou une grande bouteille. Si tu le remplis pas toi, quelqu'un d'autre le fera, mais elle va finir par être remplie. Donc, à nous de prendre un maximum de place dans ce contenu, sinon d'autres le feront. Mm-hmm. Donc, oui, absolument. Mais oui, les parents ont un rôle fondamental à jouer. Il faut en avoir conscience à chaque moment et c'est un crime, c'est un péché de faire un enfant quand c'est pas, quand il bénéficiera. Si on sait déjà d'avance qu'il bénéficiera pas du cadre, si on sait déjà d'avance qu'il y aura de la négligence, si on sait déjà que la maman je sais pas ou le papa je sais pas, mais on verra. Je crois que c'est très grave. On doit vraiment prendre conscience qu'un enfant c'est une pleine responsabilité et que c'est du temps. On peut être riche, on peut être tout ce qu'on veut, mais si on n'a pas du temps à consacrer à son enfant, alors faut pas faire d'enfant. C'est clair. C'est une très belle conclusion, ça. Le podcast. En tout cas, je vous remercie tous les trois d'avoir répondu présent. En tout cas, merci. Merci, puisque c'est vrai qu'on en avait déjà discuté un peu en off, mais là, maintenant, je l'ai vécu. Moi, pour ma part, en tout cas, ça m'a beaucoup fait du bien de réfléchir à certaines choses, d'entendre aussi, puisque mine de rien, oui, on est très proches, etc. Mais mine de rien, on n'échange pas tant que ça. Sur ça, c'est vrai. Oui, c'est ça. Entre nous. Mais parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que comme tu l'as dit dès le départ, on est des hommes, donc forcément, on nous fait souvent faire comprendre. On ne parle pas de nos problèmes. Voilà. Mais moi, j'ai vu un psy après l'accouchement à l'hôpital. T'en voyais pas déjà avant? Non, je fais pas ça. J'ai pas fait ça. Mais j'en ai vu à l'hôpital parce qu'on nous l'avait conseillé si on voulait voir un psy. Et je l'ai fait, et honnêtement, je conseille aux jeunes parents qui ont parfois peur de ce genre de choses, de le faire à l'hôpital directement. Il y a des gens qui sont prévus pour ça et qui sont là pour vous écouter, vous faire comprendre que ce que vous vivez ou des choses qui vous font peur, c'est normal. Et ça t'a aidé un peu ça m'a aidé sur le coup. Alors, je n'irai pas voir un psy chaque semaine, mais sur le coup, là, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que t'es rempli de questions et il y a parfois même des choses où c'est pas que t'as parfois même pas des idées noires, mais t'as des choses qui passent dans ta tête en voyant cet enfant. Tu te dis, ouais, si je bouche son nez là, est-ce qu'il va vivre? Des bails comme ça, tu vois. Donc, tu te dis, ouais, t'es fou. Et après, t'échanges avec ta compagne et tu te dis, ouais, bon, t'es un peu fou quand même. Mais donc, du coup, parler à un psy, c'est bien. C'est bien, faut le faire. Mais après, je pense que parler tout court, c'est déjà une thérapie. C'est déjà une thérapie. Et c'est aussi un peu l'objet de mon podcast, c'est de créer un espace de discussion où on n'est pas jugé, où on peut parler des choses telles qu'on les a vécues, telles qu'on les vit actuellement, et dans un espace bienveillant. Donc vraiment, et puis en même temps sans artifice, quoi. Ça veut dire
On fait pas semblant. On fait pas semblant. Non, on va vraiment sans détour. On dit les choses telles qu'on les pense. Le prochain podcast. Tu peux changer déjà de nom, c'est bon. Sans détour. Non, ça existe déjà. C'est pour ça que je l'ai pas choisi. C'est pour ça que je l'ai piqué. Non, moi je suis content. Ça m'a fait du bien de le faire. Donc moi je te remercie également vraiment avec parce que ça nous a fait, moi personnellement ça m'a fait beaucoup de bien. Pareil. Et du coup, témoignages. Si d'autres personnes sont invitées, peu importe le sujet, dites-vous que vous allez rendre service à Gaël, mais que ça va certainement aussi vous permettre d'exprimer des choses auxquelles vous avez peut-être jamais pensé. Spécialement. Ouais, parce que c'est autour d'une conversation ouverte, donc du coup, c'est vrai il n'y a pas vraiment de questions, il y a rien qui est préparé. On est là avec son. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Sans détour. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir joué le jeu et à très bientôt. Vite. Bye bye. Ciao. C'était le podcast de Gaël. Sans détour. Dédicace. Joseph Cabayou. Joseph, si tu veux. Joseph le sapeur. Pas de la mire, Joseph. En tout cas, merci à vous les gars.